Les populations vivant à Yopougon pourront se faire enrôler pour obtenir leur passeport biométrique. Le centre détruit pendant la crise post-électorale est désormais fonctionnel. Il a été mis en service hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Un drame est survenu hier à Gagnoa. Des membres d'une famille dont le père, la mère et leurs 4 enfants ont péri dans l'incendie de leur maison. On ignore encore les causes de l'incendie, mais nous interrogerons dans quelques instants le maire de Gagnoa pour en savoir davantage. L'armée malienne a été de nouveau attaquée. 5 soldats portés disparus ont été retrouvés morts par noyade. L'attaque a eu lieu dimanche et lundi dans la région de Mopti, au centre du pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Les populations vivant à Yopougon peuvent maintenant se faire enrôler pour obtenir leur passeport biométrique. Le centre d'enrôlement des passeports ordinaires biométriques, détruit pendant la crise post-électorale, est désormais fonctionnel. Le site rénové a été mis en service hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abou Sanogo. Un bâtiment flambant neuf. C'est le centre d'enrôlement des passeports ordinaires biométriques de la commune de Yopougon, qui avait été détruit pendant la crise post-électorale. Aujourd'hui opérationnel grâce au groupe SNIDAI, la Société nationale d'édition des documents administratifs et d'identification, ce site a été mis en service par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Respectant le cahier de charges, il va démarrer ses activités avec une capacité de 150 passeports par jour. Le groupe SNIDAI s'est donc inscrit dans cette vision de la Côte d'Ivoire émergente qui impose que l'Ivoirien nouveau s'exprime à travers certains champions nationaux pour que cette Côte d'Ivoire émergente repose sur des compétences ivoiriennes aussi bien dans le secteur des services que dans le secteur stratégique. L'ouverture de ce centre d'enrôlement, un véritable soulagement pour la population. En implantant une unité de votre structure dans notre cité, vous participez pleinement au vaste chantier de modernisation de la commune entreprise par mon conseil et par le gouvernement. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité le groupe SNIDAI, puis a invité les services publics à se rapprocher davantage des populations. Au sein du gouvernement, nous allons travailler à renforcer cette orientation. Je vous demande pardon. Ça là, c'est votre bien. S'il y a des palabres, s'il y a des problèmes, si quelqu'un vient dire non, ça là, c'est pour nous servir. Je vais demander à mes services de la police d'améliorer leurs relations avec la SNIDAI au bénéfice des populations. Le groupe SNIDAI, en plus de la biométrie, développe 9 entités, dont la biométrie au niveau du passeport, des visas, la dématérialisation des documents, l'archivage des documents électroniques et la traçabilité. Le processus d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes se poursuit. Plus de 100 millions de francs CFA ont été distribués lors d'une cérémonie de remise de chèques aux ayants droit. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes donne cette assurance. Le processus d'indemnisation entamé il y a 1 an ne s'arrêtera que lorsque tous les ayants droit auront reçu leur chèque, nous explique Sylvie Touré. Appuyé sur son fils, Amadou Touré franchit le seuil du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une bonne nouvelle l'y attend. Ce matin, je suis arrivé ici. Ce matin, on m'a appelé sur mon numéro qu'il est venu, que mon chèque est prêt. Alors, je suis venu prendre ce chèque-là. Ce chèque, il le reçoit parce que son fils a été froidement abattu pendant la récente crise que le pays a connue. Comme cet octogénaire, ils sont 91 à s'être déplacés pour encaisser leur chèque. Je suis président des victimes, j'ai eu au moins 5 chèques. J'ai perdu mon père pendant la crise de 2011. Et donc, on n'y croyait pas, mais heureusement, nous sommes venus, ça a été une réalité. Et donc, j'ai reçu un chèque d'1 million. Ce sont au total plus de 100 millions de francs CFA qui ont été distribués aux ayants droit à raison d'1 million de francs CFA par parent décédé et 150 000 francs et un bon de prise en charge jusqu'à guérison complète par blessé.
Pour la ministre Mariatou Koné, l'État a devoir de réparation. Nous indemnisons toutes les personnes qui ont perdu la vie et qui sont blessées ou qui ont perdu des biens au nom de la Côte d'Ivoire. Et donc quand on donne les chèques, on ne cherche pas à savoir quelle est la nationalité de la personne, quelle est sa religion, quel est son parti politique. Pour l'heure, les 3/4 des ayants droit inscrits sur la liste de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction ont été indemnisés. Démarré il y a 1 an, le processus ne s'arrêtera que si tous les ayants droit sont indemnisés, a rassuré la ministre Mariatou Koné. On en arrive à ce drame survenu dans la nuit d'hier à Gagnoa. Des membres d'une famille dont le père, la mère et leurs enfants ont péri dans l'incendie de leur maison située au quartier Zapata. Les faits se seraient produits à 1h du matin au moment où toute la famille dormait profondément. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cet incendie? Y a-t-il eu des rescapés? Eh bien, pour en savoir un peu plus sur ce drame, nous avons en ligne le maire de la ville de Gagnoa. Bonsoir, monsieur Megui Bamba. Bonsoir, madame. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit d'hier au quartier Zapata à Gagnoa? Bien, dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu un incendie à Zapata résidentiel, dans la résidence de M. Koulibaly. Et malheureusement, la famille a connu 6 victimes, dont le père lui-même, M. Koulibaly, et son épouse et 3 de ses filles et 2 autres personnes. Et nous comptons 3 rescapés, dont 2 de ses enfants, de 15 ans, 11 ans, et un de ses neveux, de 25 ans. Voici un peu, madame, voilà ce que nous pouvons dire sur le drame que nous avons vécu dans la nuit du lundi à mardi à Zapata. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le feu? Écoutez, la police actuellement est en train de mener des investigations. Je ne saurais m'aventurer dans des hypothèses. Mais ce que nous pouvons dire avec assurance, c'est que l'incendie s'est déclenché à partir du salon. Puisque la famille a été piégée dans les chambres et elles n'ont pu sortir pour la plupart à cause des antivols qui les empêchaient de sortir. Vous avez parlé des rescapés tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une prise en charge pour ces rescapés? Qu'est-ce que vous en savez? Bien, pour le moment, nous nous sommes retrouvés, les élus, pour essayer de voir comment déjà nous pouvons apporter une aide ponctuelle en attendant que nous exposions la situation au ministère de la Solidarité. Alors, les dégâts matériels sont aussi importants. Les sapeurs-pompiers n'ont-ils pu rien sauver? Les dégâts matériels sont énormes. Et non seulement la maison de notre pauvre regretté Koulibaly est partie totalement fumée, ensemble, mais la maison voisine aussi est totalement calcinée. C'est vous dire qu'on n'a pu rien sauver des 2 cours qui sont des villages jumelés. Alors, mais nous ne déplorons pas de victimes dans la cour voisine. Alors, qu'avez-vous dit à dire aux populations de Gagnoa qui sont en émoi après ce drame? Le feu, je rappelle, vous l'avez dit, s'est déclaré à une heure tardive. Gagnoa, on le sait aussi, n'abrite pas encore de caserne de sapeurs-pompiers. Nous avons une caserne de sapeurs-pompiers, mais qui n'est pas encore équipée. Et nous avons bénéficié de l'aide de l'ONUCI, qui nous apporte son aide à chaque fois que nous sommes confrontés à des incendies. Mais déjà, je voudrais remercier et féliciter la population de Zapata, qui a fait preuve de courage et surtout qui a tout fait pour pouvoir sauver ses familles. Mais malheureusement, l'intensité de la flamme n'a pas permis que les parents de M. Koulibaly soient sauvés. Et aujourd'hui, toute la famille, toute la population de Gagnoa est en état de choc après ce qui s'est passé. Vraiment, madame, les signes de solidarité, de compassion se multiplient dans la cour voisine qui a bien accepté de recevoir les rescapés. Et on attend toujours donc le résultat des enquêtes pour connaître l'origine de cet incendie. Merci, monsieur Megui Bamba, d'avoir répondu à nos questions. C'est vous que je remercie, madame.
Les autorités ivoiriennes se sont engagées dans une dynamique de révision du code pénal et du code de procédure pénale. Pour accompagner cette dynamique, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de la Justice, initie une formation des acteurs clés de la charte pénale. L'objectif est de réduire les abus liés notamment à la garde à vue en Côte d'Ivoire. Explication avec Herman Guivi. Les situations de détention préventive anormalement prolongées représentent aujourd'hui une problématique majeure dans l'administration de la justice en Afrique, mettant trop souvent les personnes en situation de garde à vue et de détention préventive dans l'ombre de la justice. À l'instar de plusieurs autres pays africains, la Côte d'Ivoire fait également face à la problématique des détentions préventives, avec 40% de sa population carcérale en situation de détention préventive. C'est le constat fait par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'OIDH. Ce séminaire, initié par l'OIDH, a pour objectif de contribuer à réduire les abus liés à la détention préventive et à la garde à vue en Côte d'Ivoire. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des officiers de police judiciaire, gendarmes et policiers qui interviennent dans la chaîne pénale, notamment sur les questions d'arrestation et de garde à vue. Notre organisation est porteuse d'un projet sur la promotion des normes internationales en matière de garde à vue, d'arrestation et de détention préventive. Ainsi, à travers cet atelier, nous souhaitons faire des propositions qui puissent inspirer, n'est-ce pas, les autorités en charge de la révision du Code de procédure pénale. Ce sont les officiers de police judiciaire. Demain, à la reprise de l'année judiciaire, nous entendons nous rapprocher du ministère de la Justice pour viser les magistrats. Pendant 2 jours, les acteurs clés de la chaîne pénale ivoirienne seront engagés dans un dialogue interactif dans une perspective d'amélioration des situations de détention préventive excessive. Faites un tour dans la commune d'Agamé, précisément à la place Liberté. Vous serez impressionné par l'ambiance qui prévaut. Cet endroit, jadis abonné aux embouteillages, connaît depuis une semaine une circulation fluide. On ne trouve plus de vendeurs et de commerçants installés sur la chaussée. Les piétons circulent librement. Le rond-point a été tout simplement embelli. Agamé présente donc un nouveau visage qui plaît aux riverains, nous dit Ami Sissoko. Après le passage des bulldozers, Adjamé Liberté présente un visage radieux. Occupation anarchique, insalubrité, embouteillages qui étaient le quotidien de ce lieu font place à un horizon dégagé. C'est très beau et facilement nous pouvons circuler. Vraiment, nous tirons chapeau au ministre. Moi, je suis à l'intérieur. Je suis arrivé à Abidjan et je me rends compte que vraiment, aux Libertés, là, où les voies étaient encombrées, aujourd'hui, c'est vraiment dégagé. Et les piétons ont leur passage. La liberté est libre, comme le mot liberté. Pour joindre l'utile à l'agréable, des travaux d'embellissement sont réalisés. L'entretien des jardins, ça dépend de tout un chacun. Chacun doit jouer sa partition. Tu sais que tu es assis dans un jardin, ce que tu as fait, tu fais. Si tu as un sachet d'eau, après l'avoir bu, il faut l'emporter. Ils vont mettre des poubelles. Les riverains ne cachent pas leur satisfaction. On espérait un jour que l'État allait agir et finalement ça s'est fait. Et nous sommes très contents qu'on a le vent qui rentre dans les maisons, nous sommes à l'aise. Moins de bruit et puis surtout moins de pipi et des déchets derrière les fenêtres. Les chauffeurs de véhicules de transport en commun, notamment Gbaka et Otaxi, qui auparavant étaient accusés de favoriser le désordre en ce lieu, eux non plus ne cachent pas leur joie. Ici, à cause d'embouteillage, on n'arrivait pas à traverser, on n'arrivait pas à bien travailler. Bon, aujourd'hui, face à cet énorme travail qu'ils ont fait, vraiment, on est content. C'est seulement dit quand je prends un client de Yopougon pour venir à Gamé, quand il me dit non, il vient à Gamé Liberté, moi je lui dis carrément que je ne peux pas. Moi je ne savais pas qu'il y avait une banque ici, c'est tout à l'heure que je viens de voir la banque là. L'opération de déguerpissement n'est pas cependant du goût de tout le monde. On a cassé tout. On a cassé tous nos maquis, on a cassé toutes nos places. Maintenant ici, où on est là encore là, même mes clients ne viennent pas, mes clients qui viennent payer poisson, 1000 francs, 2000, 1500, ils ne viennent plus payer. On vient se cacher ici encore là. Ils viennent sur nous encore quand ils étaient ici. Donc on va aller où? On vend, on ne nous laisse pas vendre. Ils ont tout cassé, on a tout perdu. Moi c'est ce que je prends pour scolariser ma fille. Aujourd'hui, elle en médecine, je n'arrive même pas à payer ses fascicules. Si on nous trouve des sites où on peut aller se débrouiller, il n'y a pas de problème. Ces commerçants mécontents ne manquent pas de squatter les lieux malgré la présence de la brigade de salubrité. Un constat s'impose. Les changements d'Adjamé Liberté sont bien appréciés, mais une inquiétude demeure.
La ministre a fait du bon travail. Il faut qu'elle fasse encore parce que vous regardez vous-même, il y a des travailleurs, des commerçants qui s'asseyent, disons, au bord de la route au lieu même de s'installer dans des magasins. Et ça, c'est pas normal. Ils s'arrêtent maintenant même pour vendre et ça, c'est pas normal. Il faut que le gouvernement même prenne des mesures pour ça. L'État doit frapper fort parce que nous aussi, nous les Ivoiriens, on est notre pays propre. Je salue la ministre de la Salubrité. Je l'encourage à aller jusqu'au bout, qu'elle ne s'arrête pas comme elle avait fait la première fois. Après Adjamé Liberté, l'opération de salubrité va s'étendre au marché Gouro et au boulevard Nandiou-Abrogoua. Cette étape est vivement souhaitée par la population. Vraiment, et de nous aussi, de côté Faram aussi. On a besoin de Forum, là, on doit dégager le coin là, comme ça c'est bon. Regardez comment il s'est dégagé. Mosquée aussi, pareil aussi. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement a été lancée le 30 juillet dernier à Adjamé. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement compte l'étendre à tout le district d'Abidjan et autres villes de l'intérieur du pays. Adjamé libéré, Adjamé embelli, c'était un reportage d'Ami Sissoko. Nous partons maintenant pour le Tchad où le président Idriss Déby a été investi lundi dernier pour un 5e mandat à la tête de son pays. Une quinzaine de chefs d'État africains et le ministre français de la Défense ont participé à cette cérémonie à N'Djamena. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été représenté à cette investiture par le ministre des Affaires étrangères Albert Mabry-Touakeus. La réélection de Idriss Déby s'est faite au premier tour de la présidentielle en avril dernier avec près de 60% des voix. Une délégation de l'autorité nationale des élections de la Centrafrique conduite par son vice-président vient de séjourner en Côte d'Ivoire. La délégation centrafricaine est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière d'organisation des élections générales. Thomas Kessambi. Autour d'une même table au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, la délégation de l'autorité nationale des élections de la Centrafrique est reçue par la commission centrale autour du président de la CEI. S'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de conduite de processus et d'organisation d'élections générales. En tout cas, Bernard Pongaba et la délégation qu'il conduit ont eu droit à des échanges fructueux, en croire ses propos de fin de rencontre. Nous sommes venus voir la commission électorale de la Côte d'Ivoire pour un échange, comme on dit, de bonnes pratiques. En d'autres termes, nous sommes venus à échanger avec nos frères de la Côte d'Ivoire qui sont dans la CEI, les mécanismes d'organisation, de préparation des élections locales. Puisque après les élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, nous avons en vue l'organisation des élections locales. C'est la deuxième fois qu'une délégation de l'autorité nationale des élections de la Centrafrique se rend en Côte d'Ivoire pour échanger avec la CEI. Du 17 août au 12 septembre prochain, les chefs de mission du RHDP vont investir le terrain. Leur mission, installer les coordinations départementales et sous-préfectorales, régler les contentieux, sensibiliser la population sur le projet de référendum. On en sait plus avec Sidonie Davila. La mise en place du parti unifié auquel les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, aspirent se concrétise de jour en jour. Après les coordinations communales et départementales, ce sont celles des sous-préfectures qui vont être installées. Plus d'une centaine de chefs de mission sont envoyés dans les différentes régions du pays pour investir et installer les coordinations de base du RHDP. La mise en place des coordinations sous-préfectorales met en œuvre la décision prise par les différents présidents du RHDP et les orientations de la feuille de route qui nous a été donnée. Le RHDP, dans sa nouvelle architecture, ne s'arrêtera pas qu'au niveau des départements, mais ira jusqu'aux sous-préfectures. Donc ça va être un maillage qui va donc permettre l'évolution aisée vers donc le parti unifié. L'installation des coordinations de base du RHDP intervient en quelques mois des consultations générales concernant le référendum sur la Constitution. Il était bon pour nous de recevoir donc les chefs de mission, de les informer sur le contenu, pour que ce contenu-là soit donc transmis
aux coordonnateurs départementaux et qui, eux, seront en charge de le transmettre à nos militants et aux différentes populations. Avec la mise en place des différentes coordinations, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pose les jalons d'un parti unifié pour un RHDP fort. Nous partons pour Yamoussoukro où un plan d'action pour renforcer la performance opérationnelle de la KIDP est en œuvre. La KIDP, c'est la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Léon Bro. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, une autorité administrative indépendante aux multiples fonctions, notamment un organe consultatif et de régulation du droit d'accès aux informations d'intérêt public et aux documents publics. L'information ou le document d'intérêt public, c'est toutes sortes de documents en principe qui est détenu par l'État et ses différents démembrements, les autorités judiciaires dans le cadre de leurs fonctions administratives et les entreprises privées qui sont concessionnaires d'un service public. Une année d'exercice et des avancées notables, désignation des responsables de communication des organismes publics, mise en place du réseau des points focaux de la presse, promotion du partenariat, mobilisation de ressources auprès des partenaires, et ce n'est pas tout. La KIDP a commencé ses activités par un préalable, expliquer cette nouvelle loi-là aux cibles, c'est-à-dire les organismes publics, la population, les organisations professionnelles des médias, de la presse, etc. Mais encore des efforts pour l'effectivité du droit des personnes à accéder à l'information et aux documents publics, d'où les présentes assises. À terme, naîtra un plan d'action qui renforce la performance opérationnelle par la levée de tous obstacles et menaces de la KIDP. L'entité créée en 2013 a le soutien de partenaires dont le PNUD et le Secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Pour eux, l'accès à l'information et aux documents publics participe de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en renforçant la confiance entre gouvernants et gouvernés. Le rideau est tombé sur la 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. École obligatoire et entrepreneuriat, levier de la construction de l'Ivoirien nouveau. C'est autour de ce thème que plus de 1000 festivaliers ont fait montre de leur talent pendant 5 jours. Explication, Maria Kobi, Kouadio Kwame Jean de Dieu. Cérémonie de clôture de ce rendez-vous culturel organisé sur le boulevard du Carnaval de Bouaké. 29 régions de Côte d'Ivoire et plusieurs troupes des pays de la CEDEAO en qualité d'invités. Les forces vives de la ville de Bouaké, les partenaires de l'école ivoirienne, le représentant de la première dame Dominique Ouattara et des membres du gouvernement réunis pour célébrer la performance de l'école ivoirienne. 3 lauréats ont été retenus par catégorie à cette 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC Miss. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, a rendu un hommage appuyé à la première dame pour son soutien à la cause des enfants. J'exprime ma gratitude infinie à notre marraine, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Depuis 5 ans, elle nous suit avec une attention inusible. Au moment où notre système éducatif doit relever l'impérieux défi de l'employabilité, nous donnons là une chance inespérée avec les métiers artistiques. Les lauréats du FENAC Miss édition 2016 se disent satisfaits et fiers de leur participation à ce concours culturel. Sentiment de joie, de bonheur pour les enfants qui se sont sacrifiés, qui n'ont ménagé aucun effort pour venir régulièrement en répétition, donner le meilleur d'eux-mêmes pour tous ces prix aujourd'hui. Maintenant, 3e fois. L'année passée, il n'y a plus 2e, et puis 3e cette année, il n'y a plus 1er. Le FENAC Miss est le lieu de développement des valeurs de cohésion sociale, de la paix et surtout d'intégration socio-culturelle des élèves. Les festivaliers compétissent dans 10 disciplines, le grand journal, la danse, le chant choral, la poésie, la peinture, dessin, la cuisine, le cinéma, photographie et une activité d'accompagnement, le tourisme. Dieu réécrit une nouvelle page de ta vie placée sous le signe de l'excellence. C'est le thème de la 5e édition du Rassemblement international des femmes RFI. Ce rassemblement a été organisé par le ministère catholique d'évangélisation des femmes MICEF.
Explosion de joie, reconnaissance à Dieu ici dans la cour du lycée classique d'Abidjan à l'occasion de la 5e édition du RIF, le Rassemblement international des femmes. Ça a changé la vie de nos sœurs et frères burkinabés. Il y a eu des changements, des conversions et beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris beaucoup d'engagement et chaque année on vient pour dire merci au Seigneur avec le groupe. Les femmes du MICEF, le ministère catholique d'évangélisation, vont louer et adorer Dieu. Présente à ce grand rendez-vous, Euphrasie Yao a exhorté ses sœurs à découvrir leurs valeurs aux yeux de Dieu pour une insertion sociale réussie. En tant que chrétienne, une femme de foi, je me dis que l'occasion est toute trouvée pour témoigner de la gloire de Dieu. Dieu est au début et à la fin de toutes choses. C'est lui qui écrit. Et vous avez vu le thème, Dieu écrit une nouvelle page dans ta vie. Moi, j'y crois. Objectif majeur du ministère catholique d'évangélisation, susciter un réveil dans le milieu des femmes afin d'être l'âme secrète de Dieu. Chaque année, pendant 3 jours, nous nous retrouvons et ensemble autour d'un thème pour amener les femmes à entrer dans leur destinée de femmes, d'épouses et de mères. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, est une pastorale pour les femmes de toutes conditions socio-professionnelles qui prend en compte les préoccupations des femmes en vue de les conduire dans une relation vraie avec Jésus-Christ. Nous sommes la base, les amoureux qui sont là. C'était un reportage de Patricia Omouetia. Les sociétés coopératives s'impliquent dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à Bouaké. Ces sociétés coopératives sont en formation. Elles veulent comprendre le phénomène du changement climatique et réorienter leurs techniques culturelles pour une production de qualité. Soro Corona, Kades Sogodogo. Selon l'ONU, Organisation des Nations Unies, les sociétés coopératives doivent participer à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de vie de la moitié de la population mondiale par la réduction de la pauvreté. Pour un environnement porteur où les coopératives doivent prospérer et croître, il a été institué la Journée mondiale des coopératives depuis 1992. En Côte d'Ivoire, les initiatives se multiplient afin d'aider les sociétés coopératives à jouer pleinement leur rôle dans le développement durable. Face au changement climatique, la question de la sécurité alimentaire se pose avec acuité. La sécurité alimentaire qui paraît important aujourd'hui avec le changement climatique, on se rend compte que les saisons pluvieuses et les saisons sèches qui ne sont pas régulières agissent énormément sur le rendement de plusieurs coopératives. Le Forescope, forum de réflexion et d'échange sur les sociétés coopératives, vise à donner à ces organisations des moyens et stratégies efficaces dans l'atteinte de leurs objectifs. Une coopérative qui fait de l'EVA peut de la même manière faire aussi des produits vivriers qu'on pourrait consommer, mais qui pourraient également générer des ressources dans les situations où l'EVA n'est pas suffisamment rémunéré. Le rôle des sociétés coopératives pour l'atteinte de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire est bien perçu par les participants de cette 4e édition du Forescope. Les résolutions et les recommandations qui seront prises contribueront forcément à renforcer notre capacité et nos ambitions quant à la protection de l'environnement. Le combat de la sécurité alimentaire est soutenu par la Fondation Frédéric Ebert. Depuis 4 ans, cette fondation accompagne les sociétés coopératives dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Hors de la Côte d'Ivoire, le Mali qui a été de nouveau attaqué. 5 soldats portés disparus ont été retrouvés morts par noyade. L'attaque a eu lieu dimanche et lundi dans la région de Mopti, au centre du pays. Des hommes armés auraient tendu une embuscade à un convoi de militaires maliens. Le groupe Ansardine a revendiqué l'opération. Ces attaques qui ciblent les casques bleus pourraient constituer des crimes de guerre selon le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une nouvelle étape dans les déboires qui touchent depuis plusieurs mois l'exécutif brésilien. Le Sénat s'est prononcé en faveur d'un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. La décision du Sénat a été entérinée à une très large majorité par 59 voix contre 21 au terme de près de 15 heures de débat. Sylvie Touré. Loin de Rio, où les Jeux olympiques battent leur plein, à Brasilia, capitale du pays, s'est jouée une étape décisive du marathon politico-judiciaire qui oppose Dilma Rousseff au Congrès brésilien. La partie a duré plus de 15 heures et à l'issue, les sénateurs ont sifflé la fin du suspense, un vrai faux suspense en réalité.
À 59 voix contre 21, il décide de l'ouverture d'un procès en destitution de la présidente suspendue depuis 4 mois. Il ne s'agit pas de destituer la présidente à cause d'un seul acte. Elle se fait destituer à cause de son attitude irresponsable qui nous a amenés à nous demander si elle était encore capable d'être présidente de la République. J'en conclus que des crimes de responsabilité ont été commis. La présidente Dilma est responsable des actes décrits dans le document d'accusation. Elle avait suffisamment de pouvoir et d'accès aux informations pour bien faire les choses. Un vote sans appel. Dans le camp Dilma, on continue de crier au complot. Il n'existe aucun acte, aucune fraude. Les preuves sont dans les données accablantes qui nous amènent à une seule conclusion. Ils veulent trouver des excuses pour destituer la présidente pour des raisons politiques. Ce congrès n'a pas l'autorité morale pour juger la présidente Rousseff. Si vous voulez avoir le courage de régler la politique de ce pays, alors soyons courageux. C'est facile de condamner seulement la présidente. Soyons courageux et réclamons des élections au Brésil pour que le congrès soit réélu. Une autre étape de perdu pour Dilma Rousseff, son procès devrait s'ouvrir le 25 août prochain devant le Sénat. Accusée de maquillage de comptes, elle risque la destitution définitive et sera remplacée par Michel Temer, son ancien allié. L'instigateur, selon elle, du coup d'État institutionnel en cours. Dilma Rousseff se défend d'avoir commis un quelconque crime de responsabilité et entend mener la course jusqu'à son terme. Et loin de ces débats politiques, les Jeux olympiques de Rio se poursuivent et on ne peut parler des JO sans évoquer le nom de Michael Phelps. Chaque jour, le nageur américain écrit sa légende. Hier, il a remporté l'or dans l'épreuve du 200 mètres papillon. Il a également fini à la première place avec le relais nage libre. Michael Phelps a donc tout simplement conquis ses 20e et 21e médailles d'or. Quant à l'Afrique, c'est le nageur Cameron Vander qui a remporté la toute première médaille du continent lundi dernier. Merci de votre aimable attention.